Donc vous savez que nous sommes désormais sur un sujet prioritaire de notre gouvernement, la question de la fertilité. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Wassim Badiou, qui se mobilise sur ce sujet depuis des années, et Laura Miquel, qui a exploré autour du fibrome aussi ce qu'on pourrait faire. Donc vraiment l'idée, c'est de donner plus de chances aux femmes de devenir fertiles, et je trouve que c'est une très belle mission. Et s'il y a bien une intelligence artificielle qui nous serait utile, c'est bien celle-là, puisque la survie de l'humanité dépend de notre capacité à être fertile. Donc on vous parle souvent des menaces de l'intelligence artificielle. Là, on va vous parler plutôt de ce qui pourrait nous aider à une meilleure survie et surtout à souffrir moins de cette difficulté qu'est l'infertilité. Merci. Merci à vous. Ok. Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Donc, on va partir. C'est la dernière IAConf de la journée. Donc, ces conférences et toutes les animations sur le stand du département et de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Donc, la Maison de l'Intelligence Artificielle, qui est une initiative départementale qui vise à sensibiliser et à acculturer à l'IA les Maralpins et les Maralpines. Donc, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir le docteur Wassim Badiou, donc chirurgien gynécologue spécialiste en médecine de la reproduction et en préservation de la fertilité au Pôle Antibes Saint-Jean, Polyclinique Saint-Jean Cagnes-sur-Mer, Clinique du Point Idéal, Institut Arnaud de Sang et Centre anticancéreux Antoine Lacassade. Le docteur Laura Miquel, praticien hospitalière au CHU de la Conception de Marseille. Merci d'être venu. Et vous partagez votre temps entre la prise en charge des couples infertiles et la chirurgie de la fertilité, principalement sur le fibrome. Et ne sont pas présents parmi nous, mais ont participé à la création de cette présentation. Donc, Madame Alexandra Benoît, qui est sage-femme, responsable du service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité à l'hôpital Clamart à Paris. Et Madame Élodie Chapelle, qui est présidente et cofondatrice de la société Elixir Health. Voilà, je crois qu'on va pouvoir commencer. Et docteur Wassim, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fertilité? On va commencer par là, avant de parler d'IA, on va parler fertilité. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Nous sommes ravis, docteur Laura Miquel et moi-même, d'être là pour animer cette conférence grand public sur la fertilité et la place de l'intelligence artificielle. Donc tout simplement, pour commencer, aujourd'hui on parle de réarmement démographique. Notre président, le 16 janvier 2024, parle de réarmement démographique, parle de plan de lutte contre l'infertilité lancé en janvier 2024. Et aujourd'hui, il faut comprendre pourquoi on s'intéresse à la fertilité. Donc l'infertilité est un enjeu majeur de santé publique. Quelques chiffres aujourd'hui. 3 300 000 personnes en France sont touchées par l'infertilité et sont infertiles, ce qui fait à peu près plus de 6 millions de couples infertiles en France. Aujourd'hui, il faut savoir que l'infertilité, donc, elle est multifactorielle. Cette infertilité qui est également associée à une baisse de la natalité pour des raisons sociétales autres, fait qu'on se retrouve en 2023 avec un taux de naissance de 678 000 accouchements en France, le taux le plus bas depuis 30 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà le grand plan de lutte contre l'infertilité du président. Et aujourd'hui, le premier rapport sur l'infertilité a été publié en 2021 avec le co-auteur du rapport, le professeur Samir Hamama, qui de nouveau est dans la restructuration d'une structure qui peut ressembler à l'Institut national du cancer, ce qu'on appelle l'INCa, ça sera l'Institut national de la fertilité, dont le rôle sera de coordonner, de piloter, de travailler de manière pluridisciplinaire avec tous les professionnels de santé de première ligne sur la fertilité. Qui sont les professionnels de santé de première ligne? C'est les gynécologues obstétriciens, les gynécologues médicaux, les endocrinologues, les médecins généralistes de ville, les biologistes de la reproduction et
et les sages-femmes. Donc, autre chiffre, c'est pourquoi aujourd'hui l'infertilité, et on parle de plus en plus d'infertilité. Tout simplement parce qu'il y a une méconnaissance de l'infertilité de la part de la population. Tout le monde a l'impression que quand on a envie d'avoir un enfant, c'est une recette magique. On a un recours à l'assistance médicale à la procréation, à la fécondation in vitro, et nous pouvons avoir un enfant. Faux. La fertilité humaine maximale est à l'âge de 25 ans. Contrairement au modèle animal, la fertilité humaine est optimale à 25 ans. Et aujourd'hui, le taux de succès en fécondation in vitro est de l'ordre de 25%. Et nous rajoutons à cela donc tous les facteurs environnementaux, les perturbateurs endocriniens, les problèmes nutritionnels, les causes autres qui font que aujourd'hui c'est un réel problème à résoudre. Plan France 2030, dans les priorités du gouvernement, une enveloppe dédiée à la fois à la lutte contre l'infertilité, à la lutte contre l'endométriose et bien sûr donc une partie sur la recherche clinique avec un investissement très important sur les études de cohorte. Donc tout ça nous amène à l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle, couplée à la recherche médicale, peut potentiellement nous aider, notamment sur l'information, notamment sur la prévention, notamment sur la prise en charge diagnostique et thérapeutique de la fertilité. Tout ça, aujourd'hui, donc plusieurs sociétés savantes, plusieurs centres agréés d'assistance médicale à la procréation, plusieurs professionnels de santé, essaient justement de créer ou co-créer cet Institut national de fertilité dans lequel il faut imaginer, donc il y a un pôle d'innovation Femtech fertilité, dans lequel il faut imaginer, ça va être un écosystème de start-up pouvant contribuer à des outils pour améliorer donc les parcours de soins en fertilité, pour améliorer l'information, pour agir également au niveau du traitement. Et bien évidemment, donc dans tout ça, il faut imaginer donc une plateforme de données de santé concernant la fertilité, une plateforme collaborative, anonymisée et qui arrive sécurisée et qui nous permet, grâce au machine learning, à nous performer et s'améliorer dans le temps afin de préserver notre espèce. Parce que la priorité, bien évidemment, c'est préserver les autres espèces, mais également préserver l'espèce humaine. Donc tout ça, bien évidemment, avec une gouvernance à la fois médicale et scientifique, puisque on parle d'un problème et d'un enjeu d'ordre public. Je vais passer, donc voilà comment on a imaginé la conférence. Donc afin que l'intelligence artificielle ne soit pas quelque chose d'abstrait par rapport à son implication dans la fertilité, il y a une partie, on va faire des cas d'usage d'intelligence artificielle. Le docteur Laura Miquel, qui est chirurgien de la fertilité et spécialiste de la médecine de la reproduction, en particulier concernant les pathologies bénignes et le fibrome utérin, qui est une tumeur bénigne de l'utérus, va nous parler d'un outil d'aide au diagnostic utilisant des algorithmes d'IA pour montrer comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans des pathologies type fibrome. Et après, je présenterai deux autres cas d'usage. Un cas d'usage sur l'oncofertilité, montrer comment l'intelligence artificielle peut nous aider dans un parcours de patientes atteintes de cancer où il faut préserver la fertilité en urgence. Et on terminera avec un cas d'usage sur l'intelligence artificielle, avec en particulier qu'est-ce qui se passe au laboratoire, qu'est-ce qu'on fait avec les gamètes, qu'est-ce qu'on fait avec les embryons, comment aujourd'hui on peut se permettre de mettre des stimulations hormonales et donner des traitements à des patientes pour essayer
d'atténuer les effets secondaires et essayer d'être donc le plus optimal, tout ça dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des patients, patientes. Je passe la parole à Laura. Merci Laura. Donc, bonjour à tous, je suis le docteur Laura Miquel. On va un petit peu parler de fibrome et d'intelligence artificielle dans le cadre de la prise en charge de l'infertilité. Donc déjà, qu'est-ce qu'un fibrome ? Un fibrome, c'est une tumeur bénigne qui est développée à l'intérieur du muscle utérin, qui est actuellement mal prise en charge car la pathologie est mal connue. Vous avez tous et toutes entendu parler d'endométriose, ça fait 10 ans qu'on en parle, maintenant c'est bien rentré dans les mœurs. Le fibrome, personne n'en parle. C'est une pathologie qui est fréquente dans la population générale. Hors infertilité, à 50 ans, 80% des femmes auront un fibrome. Donc il est très peu probable que dans cette salle, il y ait une femme qui n'ait pas de fibrome à la fin de sa vie. Et pourquoi c'est embêtant ? Parce qu'un tiers des femmes sont symptomatiques. Et vous allez voir, on va discuter un petit peu des symptômes. C'est des symptômes qui peuvent être très invalidants. Dans le cadre de la fertilité, il y a 5 à 10% des cas d'infertilité avant prise en charge en AMP qui sont dus uniquement à un fibrome dans 1 à 3% des cas, mais il y a quand même la présence d'un fibrome jusqu'à dans 10% des cas. Et pour la chirurgie, c'est tout simple. C'est la deuxième indication de chirurgie chez la femme en âge de procréer après la césarienne. Donc les symptômes, vous allez voir, c'est pas super sympa. Ça fait des saignements en dehors des règles. Ça fait des douleurs pendant les règles, des douleurs pelviennes en général aussi en dehors des règles, des pesanteurs pelviennes, des douleurs pendant les rapports sexuels, de la constipation, des envies d'uriner fréquentes. On peut avoir des atteintes rénales par des compressions des tuyaux qui partent du rein jusqu'à la vessie. On peut aussi avoir une anémie chronique qui va entraîner de la fatigue et évidemment un retentissement sur la qualité de vie des femmes. Tous ces symptômes, ils ne sont pas bien diagnostiqués par la communauté médicale et pendant très longtemps, on n'a pas pris cas vraiment de ces fibromes. On disait aux femmes, c'est rien, c'est un fibrome, c'est bénin. Bien sûr que c'est bénin, ce n'est pas un cancer, mais ça a tellement d'impact sur la qualité de vie. Quand vous saignez pendant 1 mois d'affilée, les femmes, elles sont épuisées. Elles ont évidemment beaucoup moins de rapports sexuels, donc elles sont moins fertiles. Et c'est un cercle vicieux qui fait que c'est des femmes qui sont en grande souffrance, qui sont parfois dans une longue errance thérapeutique. Donc pour moi, c'est vraiment hyper important de pouvoir les prendre en charge rapidement et au bon moment dans leur vie. Donc les fibromes et la fertilité en général. Quand on a un fibrome, on le sait, on a une diminution des taux de grossesse. Pourquoi ? Parce qu'on a une distorsion de la cavité utérine. On peut aussi avoir des fibromes qui viennent se loger sur les trompes, donc qui vont comprimer les trompes, empêcher les spermatozoïdes de remonter vers la trompe et l'embryon de repartir de l'autre côté après pour la fécondation. On peut aussi avoir des distorsions du col de l'utérus. Et quand on est dans le cadre de la PMA, on a parfois ici, alors je sais c'est des images d'IRM, c'est peut-être un peu abstrait, mais là vous voyez ici c'est le dos de la dame, c'est les os du dos. Tout ça, c'est un fibrome. Toutes les boules, c'est plusieurs fibromes. Et donc, si les ovaires sont très très hauts, quand on doit faire une FIV, parfois on n'arrive pas jusqu'aux ovaires, on est obligé de passer par au-dessus. C'est des gestes qui sont beaucoup plus compliqués. À cause de tous ces fibromes, on a également une diminution des taux de naissance en général et malheureusement parfois des augmentations de perte de grossesse. Par perte de grossesse, j'entends les fausses couches précoces et les fausses couches tardives. Je remets le terme fausse couche, mais on essaye vraiment maintenant de ne plus dire fausse couche parce que ça a une connotation assez négative. C'est vraiment des pertes de grossesse. Donc peut-être qu'au fur et à mesure du temps qui passe, vous allez voir ce terme qui va arriver. Il ne faut pas vous inquiéter de ça. Et donc comment l'intelligence artificielle peut améliorer la fertilité dans le fibrome ? On va avoir 3 exemples. Un exemple pour le diagnostic à travers les radiomix, à travers l'IRM. Un autre exemple dans le plan de soins personnalisé. Donc, je vais vous parler des réunions de concertation pluridisciplinaires fibrome qui sont un peu sur le modèle de ce qu'on fait de manière générale en oncologie, beaucoup maintenant en endométriose et ça commence à se faire en fibrome également, à travers un cas d'usage et aussi un algorithme de décision qu'on est en cours d'élaboration. Puis dans le traitement, vous allez voir comment la réalité augmentée peut guider le geste pendant une celluloscopie. Donc le diagnostic, je vais vous parler de la radiomix. Donc la problématique, c'est qu'on a qui n'est pas une vraie problématique, mais on a de plus en plus de traitements mini-invasifs. On va faire de moins en moins de myomectomie, on va opérer de moins en moins les utérus pour préserver la fertilité des femmes et surtout pour préserver leur utérus dans le cas d'une grossesse.
Donc on va proposer de plus en plus fréquemment de l'embolisation, la radiofréquence et on espère bientôt l'AFU. Mais le problème, c'est qu'on va traiter une tumeur, mais on ne sait pas est-ce que c'est vraiment un fibrome. Parce qu'on peut parfois avoir des surprises quand on enlève le fibrome et qu'on l'analyse. De temps en temps, c'est très rare, mais ça arrive. Ce n'était pas un fibrome, c'était une tumeur maligne qui doit avoir un traitement adapté. Donc comment être sûr, quand on fait un traitement mini-invasif, donc qui ne nous donnera pas d'anapathe, donc qui ne nous donnera pas d'analyse de ce fibrome avec un microscope, comment être sûr que c'est vraiment un fibrome? L'IRM, donc, elle est utilisée en préopératoire pour sécuriser ces techniques mini-invasives. Mais la sensibilité et la spécificité de cet examen, elle est différente en fonction des critères diagnostiques utilisés. Les radiologues ne sont pas tous d'accord à l'international sur les critères qu'on doit utiliser. Aussi, de l'expérience du radiologue, derrière la machine de votre IRM, vous avez un radiologue et ils sont tous différents, ils ont tous des spécialités différentes. Et aussi, tout simplement, de la machine utilisée. C'est plus visible pour la population quand on fait une échographie. On voit bien, les échographies d'il y a 20-30 ans, ce n'est pas les mêmes que maintenant. C'est pareil pour les IRM en fonction de l'évolution des IRM. Donc la radiomix, les premières publications médicales, elles sont arrivées en 2012. C'est utilisé dans tous les champs de la médecine, mais surtout en oncologie. Ça a commencé comme ça. Et le principe, c'est une amélioration de l'analyse d'image par un traitement d'image qui va utiliser une extraction automatisée à haut débit de grandes quantités de caractéristiques quantitatives d'images médicales par un algorithme de données. Je vais ensuite vous parler du plan de soins personnalisé à travers un algorithme de décision. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait de manière mensuelle dans notre hôpital? On a une réunion de concertation pluridisciplinaire fibrome. Donc ça fait 3 ans qu'on a mis en place cette réunion. On a maintenant encore plus de 300 patientes qui sont passées en RCP. Et puis on a des demandes de tout le groupe hospitalier de territoire au niveau de Marseille. Et puis aussi parfois, on a de temps en temps des fiches de Nice. Donc des collègues qui nous envoient des patientes de Nice. Donc ça c'est très bien. Moi j'habite à Marseille, je travaille dans un CHU, j'ai beaucoup de chance. Mais Madame Michu qui habite dans la Creuse, elle n'a peut-être pas la RCP fibrome. En tout cas, elle n'aura pas accès à cette RCP fibrome. Pour faire la RCP fibrome, donc ça c'est un cas d'usage. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai le médecin extérieur qui veut un avis. Il demande l'avis. Il envoie un mail. Je reçois le mail. On fait la fiche. On appelle la dame. On récupère les coordonnées de la dame. On remplit la fiche. On fait relire l'IRM. On récupère le CD d'IRM. Parfois, on n'arrive pas à se faire envoyer les images. Il faut que la dame elle envoie son CD d'IRM. Voilà. C'est pas très 2024 comme technique, mais c'est ce qu'on fait. On présente ensuite le dossier en RCP, donc devant toutes les personnes dont je vous ai parlé. Il y a toujours un chirurgien, un médecin de la fertilité, un radiologue diagnostique et un radiologue qui va faire l'embolisation. Ça, c'est le minimum. Et en général, il y a beaucoup plus de monde. Évidemment, il y a les internes, il y a plein de gens qui sont là pour apprendre. C'est le but du CHU quand même. Et ensuite, on va rendre l'avis. Donc, quand c'est les patientes de l'hôpital, c'est facile, ça rentre dans le dossier informatisé. Mais quand c'est des patientes extérieures, je rédige la fiche, j'envoie la fiche. Voilà, il n'y a pas de fond à l'autre pour ça. Donc, c'est moi qui fais tout. Je n'ai pas de secrétaire. L'algorithme de décision, ça va être un outil d'aide à la décision médicale. L'idée, c'est de faire un staff fibrome, mais délocalisé, délocalisable. Donc, même si je dois m'occuper de Mme Michu qui habite dans la Creuse, je vais pouvoir utiliser l'expérience des RCP fibromes, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons des RCP, à Paris ils en font, je crois qu'à Lyon aussi. Donc par toutes les décisions qu'on a choisies de manière collégiale, on va utiliser notre expérience globale pour nourrir cet algorithme qui pourra aider les médecins qui n'ont pas forcément accès à ça à proposer aux patients des options thérapeutiques différentes. C'est aussi intéressant dans le timing de la chirurgie en fonction du délai de désir de grossesse. Quand on a des gros fibromes chez des patients de 30 ans, qui sont en couple, qui n'ont pas encore envie d'avoir un enfant, mais qui savent que dans les 5 ans, elles vont avoir un enfant, elles se disent, bon, est-ce que c'est mieux que de me faire opérer mon fibrome maintenant, mais sachant que bon, le désir de grossesse, c'est plutôt dans 2 ans, ou j'attends encore un petit peu, parce que quel est le risque? On se dit, bon, une fois qu'on lui a enlevé le fibrome, c'est pas grave, elle n'a plus de fibrome. Ça revient. Il y a des récidives dans la maladie fibromateuse. Donc, nous, notre combat quotidien, c'est quel est le bon timing pour opérer ma patiente? Quel est le bon moment? Avant, quand j'ai commencé l'internat, on disait qu'il fallait 2 ans entre la chirurgie et essayer d'avoir une grossesse pour préserver l'utérus. On a descendu au fur et à mesure. Maintenant, on laisse encore 3 mois parce qu'on est encore un peu frileux, mais la littérature nous montre que finalement, c'était pas si
si évident que ça de laisser 2 ans. Donc maintenant, on laisse 3 mois. Les choses, elles évoluent, elles changent. Donc on va nourrir cet algorithme de décision avec les paramètres de la femme, l'âge, le désir de grossesse. Est-ce qu'elle est infertile ou pas? Elle peut ne pas être infertile. Est-ce qu'elle a des antécédents de grossesse? Est-ce qu'elle a des antécédents de fausses couches tardives? Est-ce qu'il y a des antécédents de complications obstétricales? On fait plus d'hémorragie de la délivrance quand on a des fibromes. On fait plus de rétention placentaire. On peut avoir plus de césariennes si les fibromes ils sont placés sur le col. En fonction de la taille et du volume du ou des fibromes, du nombre de fibromes et de la croissance, le potentiel de croissance des fibromes. Il y a des types de fibromes différents. Il y a des fibromes qui grossissent doucement, qui vont peut-être pas embêter les dames, qui vont rester à 3-4 cm toute leur vie. Et puis des dames qui ont des fibromes qui poussent de manière exponentielle. Et ça, c'est très difficile à traiter. Et là, je vais vous présenter une petite vidéo de chirurgie. Donc pour les gens qui sont très, très, très sensibles, je vous préviens, c'est de la celluloscopie. Il n'y a pas de sang, donc normalement, ça va. Donc ça, on est à l'intérieur d'un ventre, ok? Ici, non, vous voyez pas ma flèche, hop là. Ici, ça c'est l'utérus. Et grâce à la réalité augmentée, donc il y a eu une cartographie IRM qui a été faite avant la chirurgie, et on voit le fibrome dans l'utérus. Moi, qu'est-ce que je fais quand j'opère d'habitude? Je palpe avec mes petites pinces, je regarde, j'ai mon IRM à côté, je dis alors est-ce que c'est le bon fibrome? Parce que des fois on n'enlève pas tous les fibromes. J'enlève que le fibrome qui gêne, parce qu'on a décidé avec la patiente en RCP que c'était celui-là qui la gênait pour la grossesse, et pas celui de devant ou celui de derrière. Donc parfois c'est très compliqué d'être sûr qu'on a enlevé le bon fibrome. Donc cette cartographie IRM que vous voyez ici, donc c'est des vidéos de Clermont, c'est encore à l'état de recherche, hein. Mais sûrement dans 2, 3, 4 ans, quand j'opérerai, je pourrai avoir cette cartographie et ça sera vraiment d'une grande aide. Donc en conclusion, l'IA dans le fibrome, mais en fait c'est extrapolable à plein de domaines de la médecine. L'infertilité, c'est une pathologie qui est en augmentation. Vassim vous en a parlé, mais il y a un couple sur 5 à un couple sur 4 qui consultera pour infertilité dans sa vie. Donc vous connaissez tous quelqu'un qui a consulté pour infertilité dans sa vie. On n'en parle pas beaucoup, c'est une pathologie qui est difficile à vivre pour les gens. Je pense que ça serait bénéfique, ce qu'a fait le président est bénéfique, puisque ça lève un tabou sur l'infertilité qui est très dur à vivre pour les couples. C'est vraiment quelque chose de... C'est le marathon, l'infertilité pour les gens, ça les épuise, ça épuise les couples. C'est vraiment très dur à vivre. C'est un problème de santé publique. Je sais pas, il y a des prédictions de natalité dans le monde qui fait qu'il y a un moment, on va arrêter. Alors c'est bien ou c'est pas bien, mais le seuil de renouvellement de la population mondiale, il y a un moment, ça va se casser la figure. Et donc, je l'ai dit, évidemment, les couples sont vraiment en souffrance. C'est vraiment très difficile à vivre. Le fibrome, c'est une pathologie qui est fréquente. C'est un problème clinique quotidien. Moi, je ne vois que des femmes qui ont des fibromes. Je ne fais que ça toute la journée. On a besoin de personnaliser le plan de soins. On est toutes différentes, on a toutes des projets de vie différents, on a toutes des antécédents différents. On ne peut pas proposer le même traitement à toutes les patientes. Ce n'est pas possible. Et bien donc, on voit que l'intelligence artificielle, elle a plein d'applications possibles. C'est en plein essor. Comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. Sûrement, il faut toujours se pondérer dans la vie. Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et au contraire, servons-nous-en comme un outil pour faire quelque chose de bien et pour améliorer la prise en charge globale des gens. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, vous avez mes coordonnées. Merci Laura pour la qualité de ta présentation. Et je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, encore une fois, c'est des algorithmes d'aide à la décision. Et je pense que le docteur Laura Miquel a bien insisté. Aujourd'hui, nous sommes en train de se diriger vers une médecine personnalisée, vers une médecine prédictive, vers une médecine qui est adaptée à l'individu, au patient. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, nous ne pouvons plus proposer des protocoles globaux. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, c'est une prise en charge unique et individualisée pour améliorer la prise en charge des patients. Merci Laurent en tout cas. Donc, voilà un premier cas d'usage. Voilà un premier cas d'usage qui est
très important sur une pathologie bénigne qui touche la femme, une pathologie qui est très fréquente. Je pense qu'on n'est plus étonné aujourd'hui d'entendre qu'il y a des spécialistes, des professionnels de santé, comme le docteur Laura Miquel, qui consulte toute la journée sur une hyperspécialité qui est la pathologie bénigne, une tumeur bénigne de l'utérus, le fibrome, et l'intérêt, l'importance du fait qu'il n'y ait pas de perte de chance. La perte de chance d'une patiente qui habite à Vesoul sera beaucoup plus importante qu'une patiente qui habite dans une grande ville avec un CHU, avec des réunions de concertation pluridisciplinaire RCP. Et aujourd'hui, on pense que cette intelligence artificielle est là pour fédérer de manière nationale une prise en charge unique et homogène de tous les professionnels de santé sous l'égide de sociétés savantes et de comités d'experts. Donc maintenant, je vais passer à un deuxième cas d'usage pour vous montrer à quel point l'intelligence artificielle est importante pour nous. Donc moi, je suis spécialiste en oncofertilité, je soigne des patientes et en particulier la préservation de la fertilité dans le cadre du cancer au centre anticancéreux Antoine Lacassagne. Et on va vous dire à quel point une patiente qui a un cancer, à qui on annonce un cancer, qui est en âge de procréer, à qui on doit annoncer dans 2 jours que vite, votre fertilité va être altérée et vite, qu'est-ce qu'on va faire de vos gamètes? Parce que potentiellement, votre fertilité elle ne sera plus bonne et vous ne pouvez plus avoir d'enfants. Donc, je vous présente le cas d'usage d'Alexandra Benoît, qui est sage-femme responsable du service de médecine de la reproduction à l'hôpital Clamart et responsable de la préservation de fertilité. Il faut dire que Clamart, c'est la première FIV en France, c'est le bébé Amandine, 1982, René Friedman, première fécondation in vitro en France, avec un service avec une très forte expérience spécifiquement en oncofertilité. Et je remercie Alexandra Benoît d'avoir accepté de participer avec nous. Elle est excusée, elle est à l'Échereux, European Society Human Reproduction Embryology, où elle travaille justement sur des ateliers le week-end pour améliorer la fertilité des femmes. Je vais aller très vite. L'objectif vraiment, c'est de partir juste avec des notions et des notions d'urgence, des notions où l'IA peut nous aider, des notions où comment on fait pour battre le cancer et améliorer la fertilité. Préservation de la fertilité et cancer du sein, conception et évaluation d'un outil d'aide à la précision de décision pour les femmes. Quels impacts des traitements du cancer du sein sur la fertilité? La chimiothérapie. La chimiothérapie est extrêmement toxique, gonadotoxique pour les ovaires, donc ça fait disparaître la réserve ovarienne. La mise en différé du projet de grossesse. Madame, vous ne pouvez plus tomber enceinte parce que la priorité, c'est votre cancer, la priorité, c'est votre survie. On soigne votre cancer. Et comment on fait pour préserver votre fertilité? Fertilité après les traitements du cancer du sein, on ne sait pas. Plusieurs paramètres. L'âge, ce n'est pas la même chose quand on prend en charge une patiente jeune qui a 22 ans, avec une réserve ovarienne et une fertilité de 22 ans, qu'une patiente qui a 33 ans. Le statut folliculaire ovarien. Le statut folliculaire ovarien, il faut imaginer qu'une femme née avec un stock ovocytaire, que ce stock ovocytaire va diminuer jusqu'à l'âge de 42-43 ans pour devenir nul à la ménopause. La sensibilité individuelle à la chimiothérapie et les effets néfastes de la chimiothérapie et surtout les doses cumulées de chimiothérapie et les types de chimiothérapie. Certaines chimiothérapies peuvent être extrêmement gonadotoxiques, d'autres sont moins gonadotoxiques. Tout ça, voilà. Une patiente arrive, on lui annonce qu'elle a un cancer du sein, on lui annonce qu'il faut la prendre en charge vite, on lui annonce, alors que ce n'était pas du tout dans ses projets, que vite, il faut qu'on pense à votre fertilité. Et encore, et là, elle a moins de 48 heures pour prendre une décision. Donc là, prise de conscience dévastatrice de leur cancer et des conséquences, prise de décision vis-à-vis de la conservation des gamètes, engagement et investissement dans cette décision. En 48 heures, il faut les pousser
à prendre une décision qui est une décision, malheureusement, où nous ne pouvons pas revenir en arrière dans ce qui est ce qu'on appelle la prise en charge homologue, c'est-à-dire avec ses propres gamètes. Donc, voilà concernant l'outil qui va être utilisé notamment donc, en oncofertilité, c'est les phases du processus de prise de décision, identification, réflexion, détermination, engagement. Et regardez la complexité, s'il vous plaît, de la décision. Consultation de préservation de fertilité succède directement à l'annonce du cancer. La double peine. Je vous annonce que vous avez un cancer et dans la 48 heures, j'annonce que je vais abîmer votre fertilité et vite, vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision seule parce que vous êtes peut-être femme seule, jeune, à l'âge de procréer. Vous allez peut-être prendre une décision en couple alors que vous avez déjà 2 enfants et qu'il n'y a pas de projet d'un 3e enfant. Vous avez peut-être pas envie de prendre une décision, tout simplement. Rajoutons à ça le poids sociétal, le poids de notre société et ce fardeau. Et j'aime bien le fait que Laura a bien insisté sur le fait que maintenant, la fertilité, ce n'est pas un tabou. Depuis le rapport de l'OMS, ce n'est plus un tabou de parler de sa fertilité. C'est un état. La fertilité est un état. Moi, je déteste prononcer le terme infertilité. La fertilité est un état. Et donc là, prise de décision stressante dans un contexte d'urgence, notion médicale complexe, niveau de toxicité difficile à évaluer, situation qui contraint la patiente à penser le désir d'enfant, bas niveau de connaissance en fertilité, et bas niveau de connaissance est associé à un niveau de conflit décisionnel élevé. Donc, comprendre pour mieux choisir, accéder à l'outil d'aide à la décision de manière commune avec le praticien. Je vous remercie. Donc, ce que je vous suggère, peut-être que tu as une question, voilà. Ce que je vous suggère, c'est qu'on va tout de suite faire le cas d'usage sur l'intelligence artificielle au laboratoire. Qu'est-ce qu'on fait avec les gamètes, avec une présentation d'une qualité fantastique. Alexandre va présenter. Alexandre, vous allez présenter Élodie Chapelle avant que je débute. Voilà. Donc, Élodie Chapelle, qui est donc aujourd'hui, Alexandre va la présenter. Après, donc, je vais présenter le cas d'usage. Et après, donc, on passera au débat. Élodie Chapelle, hein, donc, qui est présidente et cofondatrice de la société Elixir Health. Et donc, c'est le cas d'usage que va présenter le Dr Wassim Badiou. Et après, donc, Élodie Chapelle en particulier, donc, elle a travaillé dans nos instances, en particulier donc, à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament. Elle est très impliquée dans la French Biotech et dans les décisions, dans tous les outils d'aide à la décision aujourd'hui donc, en IA. Et aujourd'hui, donc, elle a démarré cette aventure qui s'appelle Elixir Health et on va voir l'intérêt de la solution qu'elle propose. Donc, on revient à l'AMP. Malgré les progrès, le taux de succès est faible. Le taux de succès est de l'ordre de 25%. Une tentative, une fécondation in vitro, c'est 25%. Et le taux de succès cumulé et donc la probabilité d'obtenir un enfant est directement corrélé au nombre d'ovocytes. Les ovocytes, ce sont les gamètes qui permettent d'avoir, quand ils sont fécondés par les spermatozoïdes, d'avoir des embryons. Et il faut imaginer que cette probabilité diminue avec l'âge et chaque tentative compte. En 3 ans, elle peut être divisée par 3 de manière complètement indépendante de l'âge. Les paramètres biologiques de la patiente influencent le nombre d'ovocytes obtenus par stimulation ovarienne et Elixir développe des algorithmes d'intelligence artificielle qui intègrent des paramètres biologiques pour proposer le meilleur traitement pour chaque patiente. Donc on part vers une médecine personnalisée. Donc il y a un profilage des patientes en fonction des critères biologiques définis et après donc il y a une prise. Il y a des protocoles de stimulation qui sont adaptés à chaque tentative en fonction du profil biologique de chaque patiente. Donc, OK, que fait l'intelligence artificielle ? Tout simplement, il y a une utilisation de l'inférence causale appliquée au machine learning pour construire des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent de recommander la dose et la durée optimale de traitement pour chaque patiente
afin d'optimiser le nombre d'ovocytes obtenus par stimulation ovarienne. Donc évidemment, tout ça, des publications qui vont arriver, des présentations aux sociétés savantes, en particulier la société de référence en France, c'est la Fédération française d'études de la reproduction, qui regroupe quasiment toutes les sociétés savantes, hommes, femmes, travaillant sur la fertilité, et de manière pluridisciplinaire avec les gynécologues, les urologues, les andrologues, les biologistes, les radiologues. Et aujourd'hui, tout simplement, elle cherche à définir la fenêtre optimale de déclenchement de l'ovulation pour chaque patiente pour avoir une aide à la décision clinique. Et je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Maintenant, je vous propose, si vous avez des questions, il y a un micro qui va circuler si vous voulez poser des questions. Moi, j'en aurais une première pour le docteur Mickel. Quand on vient vous consulter, quand un couple vient, on comprend que c'est très compliqué, enfin c'est très lourd émotionnellement, psychologiquement. Mais le taux de réussite, quand un couple vient vous voir, vous avez une idée du taux de réussite, c'est-à-dire C'est ce qu'a dit Wassim, c'est 25 à 30% quand on est optimiste de chances de naissance vivante par embryon transféré. D'accord. Par embryon transféré. C'est-à-dire qu'il faut avoir des embryons, il faut avoir des ovocytes. D'accord. Donc on est pas sur, c'est pas la majorité. On a l'impression que la FIV, ça va faire mieux que les gens à la maison qui ne sont pas infertiles. Mais c'est faux. On ne fait pas mieux que la nature. On aide un petit peu quand la nature n'arrive pas à faire ce qu'elle doit faire. Mais on n'est pas meilleur que la nature et on ne le sera sûrement jamais, je pense. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Je voulais savoir, pour toutes ces femmes qui subissent toutes ces choses qui sont très très graves, je voulais savoir, là où vous travaillez, est-ce qu'il y avait une prise en charge, un accompagnement psychologique et savoir à quel point est-ce qu'il était intégré, est-ce qu'il était dès le début, est-ce qu'il faisait que après les opérations, est-ce qu'il y avait une explication, et est-ce que dans ce domaine-là, il y a l'IA qui pouvait aider pour personnaliser les prises en charge de ces patientes en fonction des cas? Pour les fibromes ou pour l'infertilité ? En vrai, en tout m'intéresse en général. Alors, pour l'infertilité, pendant très longtemps, la consultation psychologue était obligatoire pour tous les couples. Parce que même si parfois pour les gens c'est difficile d'aller voir un psychologue, on leur disait voilà, c'est obligatoire, vous êtes obligés d'y aller, et finalement ça leur faisait toujours du bien. Malheureusement, vous le savez, l'hôpital public, il n'y a plus de moyens. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit que c'était plus obligatoire. De toute façon c'est facile, on n'a plus de psychologue. Donc voilà, on a des psychologues évidemment, mais pas assez pour le besoin qu'on en a, c'est clair. Dans le cadre de la nouvelle loi aussi, la consultation psychologue est obligatoire. La nouvelle loi, ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est l'accès de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Donc ça, c'est obligatoire et malheureusement, les ressources des psychologues, elles sont utilisées pour s'occuper de cette activité-là. Concernant le fibrome, on n'a pas mis en place de consultation de psychologie par manque de moyens, tout simplement, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que de toute façon, tous les gens qui, à un moment de leur vie, ont une pathologie qui est chronique ou qui est invalidante doivent voir un psychologue, voir tout le monde en général. Je pense que ça ferait du bien à la population mondiale s'il y avait plus de psychologues, peut-être un peu moins de guerre. Une autre question ? Allez-y, n'hésitez pas. C'est la dernière conférence de la journée, donc vous pouvez y aller. Je voulais savoir s'il y a un projet d'IA sur le rassemblement des connaissances sur la procréation médicalement assistée en Europe. Aujourd'hui, j'ai cité une société savante qui s'appelle l'ECHRE, c'est European Society of Human Reproduction Embryology. Aujourd'hui, c'est la plus grande société savante pour la prise en charge de la fertilité devant la société américaine de prise en charge de la fertilité. C'est une société savante qui rassemble à peu près 15 000 membres de manière extrêmement pluridisciplinaire. Et oui, évidemment, parmi les projets, il faut imaginer qu'on a nous avons beaucoup de data. Nous avons beaucoup de data. Aujourd'hui, on peut, grâce à l'intelligence artificielle documentaire ou à l'IA sémantique,
aller revenir en arrière sur des grosses méta-analyses pour voir comment potentiellement on peut améliorer un traitement ou se mettre d'accord sur quelque chose d'homogène en Europe pour les patientes aussi en s'adaptant au fait que géographiquement nous sommes en Europe et nous ne sommes pas en Afrique ou nous ne sommes pas aux États-Unis parce que ça varie d'une région à l'autre. Et après, donc oui, le but de créer cette plateforme collaborative d'OpenIA, anonymisée, sécurisée, c'est déjà dans les pipelines, mais il faut imaginer que c'est extrêmement complexe à mettre en place. Et aujourd'hui, si on compare par rapport au cancer, et en particulier par rapport à l'INCA, l'Institut national de cancer, c'est un modèle, c'est le modèle qui a été repris par plein d'autres pays, tellement il a prouvé son efficacité. Et l'idée, je pense, des auteurs ou du co-auteur du rapport Fertilité Macron, c'est avec la création de l'Institut national de fertilité, aller pour récupérer cette donnée sur registre pour qu'on aille plus vite dans la préservation de la fertilité de l'espèce et lutter contre la diminution de la fertilité sans confondre la baisse de l'augmentation de l'infertilité et la baisse du taux de natalité qui est un phénomène sociétal. Alors, j'en profite. Est-ce que les CHREU prévoient une labellisation des centres dédiés à la préservation de la fertilité ? En fait, déjà en France, nous avons 103 centres d'AMP, tout confondu, public-privé. Déjà, il faut imaginer, donc tout ça se passe sous l'égide de l'Agence de biomédecine. Il faut imaginer que déjà en France, c'est extrêmement réglementé, que ce registre, c'est un registre national et c'est de la donnée publique. Tout le monde ne peut pas utiliser ces données pour des fins personnelles ou privées. Donc tout ça, ça existe déjà. Mais votre question, je pense que ça... Ma question est européenne. C'est parce que ça semble un peu... ça donne l'impression d'être la jungle. On ne sait pas quelle est la valeur de chaque établissement et on ne sait pas qu'est-ce que recouvre chaque service. Et c'est très difficile de comparer les différents établissements. Et c'est un domaine extrêmement libéral, donc c'est extrêmement angoissant. Donc je voulais savoir s'il existait un encadrement européen. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est en cours. Il faut imaginer, si on compare la France aux pays nordiques, où ils sont extrêmement en avance par rapport à nous dans le domaine de la fertilité, y compris dans le domaine de la fertilité, femmes seules, le développement des enfants, ils ont beaucoup d'avance que nous. Donc non, aujourd'hui, il n'y a pas d'homogénéité entre la data des pays nordiques, où ils sont extrêmement en avance sur nous dans la médecine personnalisée. Je prends l'exemple de la Finlande aujourd'hui. La Finlande, 30% de la population dans une démarche nationale a déjà participe à un protocole où ils font une prise de sang. Cette prise de sang, il y a l'équivalent de screening génétique ou autre, où on est là pour aller identifier de manière extrêmement précise, grâce à des outils d'IA, quel traitement personnalisé nous allons mettre à ce patient, même quand il a mal à la tête. On ne va pas dire on va donner du Doliprane, comme en France, 1 gramme ou 2 grammes ou 3 grammes par jour. OK, quelle est la prédisposition au cancer ? Quelle est la prédisposition à la baisse de la fertilité? Quelle est la prédisposition à des maladies génétiques? Donc oui, aujourd'hui, il y a un écart entre ces pays qui sont nettement en avance sur nous, en sachant que nous, on est quand même extrêmement développé et extrêmement encadré. J'insiste sur le fait qu'on est extrêmement encadré et donc nous avons la chance d'être dans un écosystème qui évite toute forme de dérive, contrairement à d'autres pays. Je vais revenir sur la réglementation de la recherche médicale en médecine, sur les données de santé. Il y a des lois très précises sur les données de santé.
C'est-à-dire que quand on travaille dans un hôpital, si on veut faire de la recherche sur des données rétrospectives, donc des gens qui sont passés, il faut faire une déclaration à la CNIL. Il faut respecter certaines réglementations de recherche. On a vraiment des règles qui sont très précises en France et qui nous protègent. C'est vraiment de la protection des données qui est extrêmement rigoureuse. Et si vous allez, mais en Chine, c'est pas comme ça. Donc, on ne peut pas s'harmoniser parce qu'il y a un côté où, culturellement, la France, c'est la France. C'est le pays de la liberté, du respect des droits de l'homme, de plein de choses. Et on a beaucoup de papiers, beaucoup d'administration, certes, ça casse les pieds à tout le monde. Mais il y a quand même un fondement qui est important, qui est la protection de nos données. Et mes données, vos données de santé, elles ne peuvent pas se retrouver n'importe où pour faire n'importe quoi. Donc je pense que c'est dans ce sens-là où l'harmonisation européenne, qui serait très utile, qui serait super intellectuellement pour avoir des super bases de données et faire des études avec une puissance dingue. Mais la France va être de toute façon très protectrice sur nos données de santé. Et voilà, c'est un mal pour un bien, et ça a des avantages et des inconvénients. Donc je pense que sur ce point-là, ça va être très difficile de vraiment avoir quelque chose de très harmonisé. Merci beaucoup. Donc en fait, on revient à la souveraineté. C'est exactement comme dans des domaines comme la défense. Aujourd'hui, oui, ces données, c'est de la souveraineté. Et même de manière anonymisée, on fait très attention. Et même pour vous donner un exemple, aujourd'hui, dans les publications scientifiques, dans les grandes revues, donc j'ai la chance d'avoir à côté de moi quelqu'un qui publie dans des grandes revues, et quand une équipe française qui publie, qui fait un New England ou qui fait un Nature, ne sera pas vue de la même manière qu'une équipe chinoise qui va essayer de publier dans ces revues. Donc il faut imaginer que notre système nous protège aussi et nous mène vers l'excellence, et que cette souveraineté aussi est un atout majeur pour nous. C'est vraiment un atout majeur pour nous. Et la donnée de santé, aujourd'hui malheureusement, tout le monde essaie de l'acheter. Et nous, le but, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que si demain cet Institut national de fertilité voit le jour, la plateforme collaborative, ce sera une plateforme anonymisée. C'est une plateforme anonymisée et pas accessible à tout le monde, évidemment. Dernière question, peut-être, oui. 2 dernières questions. Merci pour vos présentations. Vous avez parlé de radio mix à un moment donné lors de votre présentation. Et j'ai une question, savoir si, par exemple, à partir d'une prise de sang ou un autre prélèvement qui ne serait pas du tout invasif ou très très peu, si vous seriez en mesure de justement savoir, faire le diagnostic qu'une femme souffre de fibrose ou non. De fibrome. De fibrome, pardon. Alors, en médecine, on fait toujours la balance bénéfice-risque, entre guillemets. Donc, actuellement, j'ai un truc qui est super efficace pour diagnostiquer le fibrome et qui est très peu invasif, ça s'appelle l'échographie. Donc, je n'ai pas besoin, pour l'instant, d'aller chercher plus petit. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que plus tard, on en trouvera dans le sang, mais ça, c'est pour l'instant, on en est. En fait, le problème sur le fibrome, c'est qu'on ne sait pas d'où ça vient. On a une augmentation de l'incidence majeure sur les 10 dernières années sur le fibrome. C'est-à-dire qu'on a plus de fibromes, nous, maintenant qu'il y a 30 ans. On ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de projets de recherche sur les perturbateurs endocriniens, sur tout ce qui est l'exposome au cours de la vie d'une femme. Et sûrement, nous, jeunes femmes de 30 ans, on paye l'exposition de nos mamans. Puisqu'en fait, nous, quand les enfants, enfin les fœtus ont leur organogénèse, c'est au premier trimestre de la vie, c'est au tout début de grossesse. Et nous, on est les enfants des années 80, où c'était pesticides, full pesticides, quoi. Donc c'est sûr qu'on paye ce qui s'est passé avant. Bon, c'est comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Mais c'est extrêmement difficile à montrer. Parce que ça veut dire qu'il faudrait aller chercher l'exposition de nos mères pour trouver nos pathologies. En termes de technique, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Il y a plusieurs publications sur l'exposition environnementale et le fibrome qui sortent notamment sur les perturbateurs endocriniens avec les lissages. Il y a plus de fibromes chez les populations afro-caribéennes. On ne sait pas pourquoi.
Il y a toute une théorie de l'exposome qui est différent en fonction de là où on vient, de la couleur de notre peau, de notre orientation sexuelle, de notre pays, d'où on a voyagé, et qui dit qu'on a toutes des expositions environnementales qui sont différentes. Et que peut-être qu'en fonction de plein de choses, il y a des sous-groupes de population qui ont des expositions environnementales qui sont différentes, parce qu'on n'a pas trouvé de gènes qui seraient différents d'une population à l'autre, qui pourraient expliquer qu'on a plus de fibromes parce qu'on est une femme afro-caribéenne. Ça, on ne sait pas pourquoi. C'est un fait, c'est les chiffres, les incidences et les fréquences sont plus fortes. Et ça nous embête beaucoup parce que ça veut dire qu'on ne comprend pas la physiopathologie. Donc je ne peux pas aller faire ma prise de sang pour chercher, parce que je ne sais pas quoi chercher en fait, tout simplement. Mais peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, oui. Et on pourra dire, je sais pas, on fait une prise de sang comme chez les Finlandais à tel âge, et puis on va dire, vous avez 10% de probabilité d'avoir de l'endométriose, 40% de fibromes, 2% d'ovaires polykystiques, et je sais pas, 10% de cancer du sein. Voilà. Et ça peut être très intéressant en termes de prévention. Moi, j'ai plus de risques d'avoir du cancer du sein, donc je vais faire plus attention à ci, plus attention à ça. J'ai moins de facteurs de risque cardiovasculaire, donc peut-être que j'ai le droit de manger un peu plus McDo. Voilà, c'est des trucs bêtes, mais peut-être que ça nous permettra de mieux corriger notre exposition environnementale, parce qu'on sait très bien que c'est pas possible de pas boire, pas fumer, pas trop manger, faire 30 minutes de sport par jour. Voilà, tout le monde le sait. Mais si on le faisait tous, si c'était aussi facile, on serait tous minces, on fumerait pas, on boirait pas, et puis voilà. Mais on sait très bien que la vie, c'est pas ça. Donc peut-être cibler nos expositions environnementales en fonction de nos facteurs de risque de prédisposition génétique. Mais pour l'instant, c'est encore vraiment dans les labos de recherche, à l'INSERM, avec des microscopes, et on cherche vraiment des trucs. Mais c'est une super idée et ça sera sûrement développé dans les années à venir. La dernière question. Justement, moi je vais juste compléter. Donc oui, aujourd'hui, il y a certaines pathologies. Je prends l'exemple de l'endométriose, où c'est même plus une prise de sang. L'endométriose, jusqu'à maintenant, c'était 8 ans d'errance médicale entre le premier symptôme et le diagnostic. Aujourd'hui, donc, il y a justement donc, une start-up française, biotech lyonnaise, qui s'appelle Ziwig, qui a réussi, par un test salivaire où on cherche le séquençage de micro-ARN, et avec un outil d'IA, donc je ne connais pas parfaitement le contenu, c'est une plateforme qui permet, donc, grâce au machine learning, d'aller dire qu'effectivement, avec un test salivaire, nous sommes en mesure de répondre tout de suite, de dire oui, vous avez de l'endométriose ou pas. Donc, il y a certaines pathologies où on a effectivement, donc l'IA, on est vraiment donc quelque chose on est de terrain opérationnel, mais pas pour le fibrome. Après, se pose une autre question maintenant. Donc, ok, super. Donc, 8 ans donc le test vient d'être remboursé. Il y a même pas 2 mois. Quelques mois, ils ont dit, ok, la sécurité sociale va rembourser, mais on va commencer à rembourser prudemment, en sachant que le test, c'est un test français qui est déjà remboursé dans d'autres pays comme la Suisse. C'est un test qui, il me semble, en Suisse, ça coûte entre 700 ou 900 euros. Et aujourd'hui, par contre, on se retrouve avec un autre problème. Aujourd'hui, j'ai une patiente qui n'a rien, et qui n'a rien demandé. Et ça, c'est une question qu'on s'est posée, donc justement, à l'Échereux, en juillet, à Copenhague. On a dit, OK, le comité d'experts d'endométriose, donc moi-même, je fais de l'endométriose et je suis référent ici. On dit, OK, très bien. Donc, on fait un test salivaire à quelqu'un qui n'a rien demandé. Et on lui dit, super, vous avez de l'endométriose. Pas de symptômes, ni cliniques, ni biologiques, ni radiologiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas répondre. Est-ce qu'on ne va pas créer de l'anxiété, en fait, alors que finalement, c'est une femme qui aura peut-être de l'endométriose, ok. Quand vous faites des celluloses aux femmes infertiles, vous allez tomber sur 60% d'endométriose. Hein. Donc voilà, les infertilités, pas toujours à cause de l'endométriose. Et il y a des femmes qui ont de l'endométriose, qui vont avoir des enfants, qui vont vivre leur vie, qui auront pas mal, et puis elles vont vivre sans le savoir. Et c'est pas grave. Donc le problème, c'est si on redescend trop dans le diagnostic, qu'est-ce qu'on en fait ? Toujours rester clinique et pertinent dans la balance bénéfice-risque. Donc, d'où l'intérêt d'une intelligence artificielle rationnelle. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir tout faire. Il faut imaginer, rien que pour une intelligence, pour les méta-analyses, c'est des heures et des heures de travail pour publier un papier avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, avec l'IA, sémantique ou documentaire, mais en quelques minutes,
on peut sortir une étude rétrospective sur 30 ans avec un résultat de fiabilité 100%. Donc, il faut rester juste rationnel. La bonne IA. On va conclure sur ces mots. Une IA rationnelle, ça a été un peu le maître mot pendant ces 3 jours. C'est-à-dire que Human on Command, c'est l'AI Act qui a été voté par le Parlement européen, que l'être humain il reste à la commande de cette IA. Merci infiniment, Dr Wassim Badiou, Dr Laura Miquel, merci. Je remercie aussi Alexandra Benoît et Elodie Chapelle qui étaient présentes par les présentations. Merci beaucoup. Merci à vous et au revoir.